Alors, on va commencer cette dernière conférence. Donc, je suis entourée de Sophie Nguyen, qui est Bonjour. directrice réemploi EVRAC chez Citeo. Ensuite, on a Alice Abad pour la 3e fois, donc coordinatrice réseau consigne, mais maintenant réseau VRAC et réemploi. Et Julia Ottavi, Julia Ottavi, qui est donc chargée de mission environnement éthique chez Cosme Bio. Et donc on va parler de standardisation. On l'a beaucoup dit, que la standardisation c'était un levier essentiel pour le développement du réemploi. Et donc toutes ces structures ont travaillé sur des projets de standardisation et elles vont nous présenter ces travaux-là. Donc on va commencer par Citeo. Donc Sophie, tu vas nous parler de standardisation. Voilà, sur une gamme d'emballages standardisés pour le réemploi. Yes, merci beaucoup pour l'introduction, Lucia. Peut-être reprendre... Ouais, c'est toi qui gères la manette ou c'est nous? Okay. La dernière fois que j'ai utilisé une manette, c'était compliqué. Voilà. Juste très rapidement, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas Citeo. Donc Citeo, c'est un éco-organisme de la REP emballage ménager, la responsabilité élargie du producteur, qui a été créé en 1992 sous le nom de Éco-emballage. Et puis on a fusionné avec Ecofolio en 2017 pour devenir Citeo. Alors pourquoi est-ce qu'on s'occupe des emballages standards? Puisque déjà ça nous intéresse, mais un article de la loi AGEC, l'article 75, désignait les éco-organismes pour définir des gammes d'emballages standardisés pour la restauration, la boisson et les produits frais. Donc plutôt des segments de marché où aujourd'hui on ne va pas se le cacher, le plastique à usage unique est prédominant. Et donc l'objectif du gouvernement et du coup maintenant de l'écosystème, c'est de proposer une alternative avec ces emballages standardisés, avec derrière l'objectif de créer des économies d'échelle. Derrière la notion d'emballage standard, on va aller chercher de la mutualisation et donc de la massification de certaines étapes. Si vous n'avez pas à répartir les emballages, mais que vous pouvez vu qu'ils sont identiques, vous pouvez les laver ensemble, vous pouvez les transporter ensemble, vous pouvez également plus facilement distribuer et mettre à disposition des emballages au plus proche des bassins de production et de consommation. Et donc c'est tout ce maillage territorial qui serait optimisé grâce à des standards. Le parallèle que j'utilise assez souvent, je suis désolée si vous l'avez déjà entendu, c'est celui des vélos en partage. Les vélos en partage, ça fonctionne parce que les bornes sont identiques, les vélos sont identiques, et vous pouvez en prendre un à un endroit et le ramener à la borne qui est la plus proche de là où vous vous arrêtez. Et derrière, c'est évidemment de la performance environnementale et économique qui est cherchée, réduire les distances parcourues par les emballages, massifier les étapes et donc créer des économies d'échelle. Donc c'est vraiment tous ces bénéfices qui sont recherchés derrière la mise en place de ces standards. C'est une réalité qui existe déjà en Allemagne, par exemple, encore un peu plus proche de chez nous, en Alsace. Vous avez plusieurs brasseurs qui utilisent le même format. C'est une bouteille 75 centilitres qui est utilisée et qui est indifféremment utilisée par les brasseurs d'Alsace. Dernier point de contexte, puisque c'est vrai que c'est pas évident à appréhender, ce n'est pas obligatoire d'utiliser un emballage standard pour faire du réemploi. C'est une solution qui, on l'espère, va être populaire et qui est performante pour faire du réemploi. Mais aujourd'hui, certains acteurs, notamment de la boisson, ont déjà des solutions d'emballage réemployable pour la distribution en circuit professionnel, café, hôtel, restaurant. Aujourd'hui, ces bouteilles, elles fonctionnent très bien. Elles sont en général à l'effigie des marques et elles portent une forte identité. Si derrière, il y a un modèle environnemental et un modèle économique, il n'y a pas d'obligation à basculer vers le standard. Néanmoins,
ça marchera si on a quand même un maximum d'acteurs qui se rallient et qui utilisent cette solution. Donc pour nous, lorsqu'on se projette, on imagine que le réemploi va se développer grâce aux emballages standards et qui pourront cohabiter avec, dans certains cas, des emballages spécifiques quand les volumes pourront le justifier. J'accélère un peu parce que je ne sais pas de combien de temps je dispose, mais il faut que j'ai le temps de tout dire. On a démarré ce travail-là en 2021 en rassemblant un certain nombre d'acteurs, des metteurs en marché, des fédérations professionnelles qui nous ont aidés à recruter les metteurs en marché, des fournisseurs d'emballage et des acteurs du réemploi pour travailler sur des projets de standards. Donc il y avait 13 sous-segments parce que, par exemple, dans les produits frais, il y a quand même une diversité de produits. Pareil pour les boissons. On va pas exiger la même chose d'une bouteille quand on conditionne de l'eau minérale plate ou du soda qui est gazéifié et qui doit avoir une solution d'emballage adaptée. Tous les résultats, donc des fiches descriptives de ces potentiels standards sont disponibles sur notre site internet. Je ne rentre pas dans le détail. Là où je voulais en venir, c'est que... Ah oui, j'ai vu qu'il y avait une petite... Vas-y, tu peux... Merci. Il y a une petite bouteille qui se balade toute seule, mais c'est un défaut d'animation. Un premier point qu'il est important en fait d'expliquer, c'est que c'est assez compliqué de développer un emballage. Ça l'est encore plus lorsqu'il s'agit d'un emballage standard, avec cette idée que plusieurs industriels derrière vont pouvoir l'utiliser. Il y a évidemment une première étape qui est de vérifier que l'emballage peut répondre aux exigences essentielles du produit concerné. Donc, par exemple, sur la restauration, est-ce qu'on a identifié les matériaux qui permettent d'avoir un usage répété, avec un lavage répété, avec, dans certains cas de figure, la consommation directement dans le contenant, donc avec une résistance aux couverts, par exemple, aux cuillères, aux couteaux, etc. Ça, c'est vraiment le premier point, et on n'avance pas tant qu'on n'a pas validé cet aspect-là. Les exigences essentielles, l'alimentarité, en l'occurrence, puisque moi, je vais surtout vous parler de sujets alimentaires. Le deuxième point, c'est évidemment le design. Avoir une forme qui permet un maximum d'usage, notamment pour permettre la mutualisation. Et une fois qu'on est d'accord sur le design, c'est travailler aussi sur l'éco-conception, et notamment en travaillant sur le poids et sur le poids et l'épaisseur de l'emballage. Donc tout ça, c'est de la partie très théorique qui nous a amené jusqu'à 2022. On a travaillé avec un designer qui s'appelle Fabrice Pelletier. Vous pouvez voir des prototypes sur le stand juste derrière nous avec ce design, cet embossage qu'on a décidé d'apposer sur l'ensemble de la gamme pour que ce soit reconnaissable plus facilement par le consommateur. Et puis l'étape d'après, c'est de lancer ce qu'on appelle le développement. Il faut sortir de l'idée et il faut rendre concrète cette idée. Et donc sur l'étape de développement, on est globalement sur toutes les alternatives en verre, puisque les exigences essentielles vis-à-vis du réemploi, c'est validé. On a travaillé sur le design et sur l'éco-conception avec Fabrice et un bureau d'études pour être sûr d'optimiser le poids de ces emballages en verre. Et donc là, on démarre la partie développement. On travaille directement avec les fournisseurs d'emballage pour faire des tests, pour produire des premières unités d'emballage qui vont être testées en laboratoire et sur ligne industrielle pour s'assurer que c'est bien cette solution-là qui va pouvoir être mutualisée et partagée. La dernière étape, ce sera évidemment ce qu'on appelle la mise à disposition. Donc là, on sort un peu des sujets techniques de la production de l'emballage et on va s'intéresser à des sujets de gouvernance. Qui est propriétaire du parc d'emballage? Qui décide qui peut utiliser une partie du parc d'emballage? Est-ce que s'il y a quelqu'un qui utilise une partie du parc d'emballage plus longtemps ou différemment que les autres usagers, comment est-ce qu'on gère toute cette partie-là? C'est les règles communes que les Allemands ont mis en place, par exemple, pour leur parc d'emballage mutualisé. Et c'est aussi des sujets sur lesquels on doit avancer collectivement
et qu'on se propose de piloter. Sur les autres pistes, les autres potentiels standards, on va retrouver les options en plastique, le PET est réemployable pour certaines boissons. Et puis en dernière étape, puisqu'on est encore à tester la compatibilité de certains matériaux avec le réemploi industriel, donc dans des boucles industrielles de réemploi, et c'est notamment pour tout ce qui est restauration, produits frais, hors solution en verre. Voilà, je suis allée un petit peu vite, mais c'était important de vous présenter l'ensemble de ces étapes. Je l'ai dit, sur la partie options en verre, on a lancé d'abord en octobre de l'année dernière un appel d'offres auprès des verriers pour savoir qui voulait bien développer ses premières références avec nous. Le contexte n'était pas hyper favorable, hein. Je pense que vous avez suivi, il y a beaucoup de pression sur la ressource et les fours des verriers travaillent à plein régime, surtout depuis l'année dernière. Néanmoins, OAI et Veralia, qui sont les leaders sur le marché, ont répondu. Et donc, on va pouvoir développer les références que vous voyez actuellement à l'écran. Donc, une bouteille d'1 litre, goulot large, pour tout ce qui est jus, soupe, également aussi certaines sauces. Des pots petit format, le 450 ml, c'est vraiment pour tout ce qui est produits frais, les yaourts, les entremets, etc. Et puis, côté Veralia, la bouteille de bière 75 centilitres qui est attendue pour la bière. Et puis, le 720 millilitres, c'est plus pour les produits apertisés, tout ce qui va être conserve de légumes, les compotes, etc. L'objectif, c'est qu'on puisse, avant la fin de l'année, lancer le même type d'appel d'offres et trouver le même type de partenaires pour travailler sur d'autres solutions de bouteilles en verre. Donc les bouteilles à goulot étroit pour les eaux, les jus, les softs, et ainsi que des références de vin. Tous ces emballages, à l'exception peut-être des pots, connaissent déjà des références réemployables. En fait, ce qu'on rajoute à ça, c'est cet indicateur directement conçu dans l'emballage, cet embossage, c'est comme une gravure inversée qui permet de créer une cohérence dans la gamme, qui permet aussi de créer de la reconnaissance et de l'adhésion aussi côté consommateur. Je l'explique souvent, il n'y a rien qui ressemble plus à un pot en verre qu'un autre pot en verre. Et si vous enlevez l'étiquette et que vous êtes consommateur, vous ne savez plus vraiment quoi en faire. Et donc, on voulait donner cet outil-là pour que les consommateurs puissent faciliter leur choix en magasin, mais aussi le geste retour. Voilà, je termine juste pour vous dire que c'est évidemment un sujet qu'on ne traite pas tout seul. On en serait bien incapable. Donc, à la suite de nos travaux de 2021, on a relancé cette dynamique collective. On a créé des groupes sectoriels autour des 13 chantiers de potentiel standard. Donc, la boisson, les produits frais, la restauration, avec à chaque fois des plans de travail adaptés à la maturité de la solution. Donc ces groupes sectoriels, ils sont ouverts aux industriels avec lesquels on travaille, hein, les industriels qui sont clients Citeo, pour avoir des remontées d'informations terrain. Le premier objectif, c'est de partager les avancées pour que ce sujet puisse être régulièrement mis à jour et qu'on puisse anticiper le moment où la solution sera disponible. Et puis après, on discute de sujets en fonction, encore une fois, du niveau d'avancement du projet. Celui qu'on attend le plus, c'est évidemment la mise à disposition des bouteilles en verre. Et là, on se pose la question de comment est-ce qu'on s'organise collectivement, qui va passer la première commande, comment est-ce qu'on va distribuer les références entre les industriels. Voilà, tous ces sujets-là, on va y travailler jusqu'à la fin de l'année avec les industriels. Je l'ai dit, toutes ces informations, elles sont publiques, elles ne sont pas aussi détaillées que celles que je viens de vous fournir. Sinon, ce serait un petit peu indigeste. Mais vous pouvez retrouver les informations sur différentes pages de notre site internet. Et puis, si vous avez des questions sur les groupes sectoriels et sur comment est-ce qu'on avance, vous pouvez nous adresser un mail à l'adresse qui s'affiche. Merci. Merci beaucoup, Sophie. On va faire les questions-réponses après, sauf si quelqu'un a une question qu'il a envie de poser tout de suite à Sophie. Sinon, on va enchaîner avec Alice.
de Réseau Consigne qui a également mené donc des travaux de standardisation d'une gamme standard. Alors déjà, première question, comment ça se combine avec les travaux de Citeo parce que voilà, plusieurs entités travaillent sur de la standardisation, mais la standardisation, l'idée c'est d'avoir un standard. Donc comment se combine? Est-ce que vous travaillez ensemble? Comment voilà. C'est une bonne question. Oui, on se concerte évidemment avec Citeo, mais c'est vrai qu'on a des temporalités qui sont différentes et des contraintes aussi qui sont différentes. Nous, c'est vrai qu'on représente donc les acteurs du réemploi, donc notamment laveurs, opérateurs de réemploi qui collectent, lavent et fournissent des emballages réemployables, dont des bouteilles à des producteurs et qui avaient un besoin urgent de pouvoir mutualiser des parcs de bouteilles pour pouvoir faire en sorte qu'une bouteille qui est produite dans le nord de la France et distribuée à Marseille, elle puisse être récupérée par un acteur local, lavée en local et revendue à un producteur local pour éviter qu'elle ait à revenir sur son lieu de production. Et donc ça, c'est possible seulement si la bouteille qui est utilisée dans le nord est la même que celle qui est utilisée dans le sud. Donc il faut une gamme standard. Et donc en attendant les standards Citeo, on a donc eu besoin d'avoir une gamme standard, alors peut-être provisoire. La question est toujours en suspens. Comment vont coexister ces gammes? Comment seront disponibles ces standards Citeo? Pour qui? À quel tarif? Tout ça, c'est je ne sais pas si aujourd'hui vous avez déjà la réponse à ça, mais donc en attendant, il fallait que nous, on puisse avoir des solutions pour pouvoir réemployer maintenant. Donc on a travaillé avec nos opérateurs sur une gamme standard nationale pour les bouteilles, puisqu'aujourd'hui, on a déjà des bouteilles qui sont sur le marché et qui sont garanties réemployables par les verriers, enfin, sur certains marchés. Sur d'autres marchés, il y a des bouteilles à usage unique qui sont suffisamment robustes, et ça c'est l'expérience qui nous le montre, pour être réemployées. Et sur d'autres marchés, il n'y a aujourd'hui pas de solution. Donc on a essayé de naviguer entre toutes ces contraintes pour avoir une première version d'une gamme standard nationale sur les bouteilles. Et donc on avait quatre points qui guidaient notre action. D'abord, pardon, c'était la slide sur pourquoi une gamme standard nationale. Donc c'est déjà pour nos opérateurs de filière, ça donc évite des flux logistiques, comme je viens de l'expliquer, et un tri qui est complexe et coûteux. Si vous avez 100 formats différents à gérer en magasin, ça devient vite l'usine à gaz pour les distributeurs et très coûteux. Pour l'impact environnemental, donc pour éviter d'avoir des bouteilles qui font des kilomètres, et pour les producteurs également, puisque ça permet de faire des commandes groupées, notamment pour les petits producteurs, en se concentrant seulement sur certaines références, et donc une collecte par format et pas par producteur, donc un stockage limité. Donc voilà pourquoi une gamme standard est nécessaire. Donc à partir d'avril 2021, on a constitué un groupe de travail au sein de Réseau Consigne. On a d'abord fait un état des lieux de tout ce qui existe sur tous les marchés. Qu'est-ce qui est utilisé par les producteurs? Qu'est-ce qui est réemployable? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est à usage unique mais suffisamment solide pour être réemployé? On a défini des critères de sélection. Ensuite, on a fait des tests techniques qui ont été financés par l'ECO, l'autre éco-organisme de la filière REP emballage ménager, pour s'assurer, quand on avait des doutes, que les modèles étaient effectivement assez robustes pour faire de nombreux cycles. Et puis maintenant, on essaye donc d'ajuster la gamme au marché. Depuis quelques mois, le secteur des emballages est mouvementé, enfin, en tout cas des gros problèmes d'approvisionnement, des coûts qui ont explosé, et donc des références que nous on avait mis dans la gamme au départ qui ont été supprimées, donc il a fallu s'adapter, et donc on essaye de modifier la gamme en fonction de ces aléas. Et donc nos critères de sélection, ça a été la garantie de réemployabilité quand c'est possible. Donc sur certains secteurs, on a des bouteilles qui sont garanties réemployables sur leur fiche technique. C'est par exemple le cas sur la bière en 75 centilitres. C'est presque déjà un standard en fait. La bouteille brasseur, elle est réemployable. C'est cette même bouteille qui est utilisée pour de l'usage unique, alors même qu'elle est réemployable. Donc là, on avait
pas trop de doute sur le fait d'utiliser cette bouteille. Après, il faut également standardiser la teinte, puisqu'il y a de nombreuses teintes qui existent, entre antique, cannelle, jaune. Donc, pour que les bouteilles puissent aller d'un producteur à un autre, il faut qu'elles soient d'une teinte comparable, on va dire. Et donc, à défaut de garantie de réemployabilité, d'avoir des bouteilles qui sont suffisamment robustes. C'est le cas par exemple sur le vin, on a des bouteilles très légères qui sont utilisées pour l'usage unique, mais on a aussi des bouteilles plus lourdes qui sont normalement prévues pour des marchés un peu plus prestige et donc qui sont plus épaisses, plus lourdes et qui en fait peuvent faire plusieurs cycles sans pour autant avoir une garantie de réemployabilité. Et donc ensuite, il y avait le coût, l'esthétique aux yeux des metteurs en marché, même si ça a évidemment beaucoup évolué avec la pénurie d'emballage. Puisqu'il y a 3 ans, quand les producteurs nous disaient on ne peut pas nous aller sur de la teinte antique parce qu'on a un positionnement, voilà. Aujourd'hui, comme ils ont du mal à s'approvisionner, ils peuvent embouteiller dans toutes les teintes. Donc on a fixé des standards pour la bière, pour le cidre, donc sur différentes contenances, pour le vin. Une bouteille Bourgogne et une bouteille bordelaise, ça couvre à peu près l'intégralité du marché, même s'il y a des spécificités régionales, notamment sur les vins d'Alsace, sur les vins du Jura. Avec une bouteille Bordeaux et une bouteille bordelaise, vous avez quasiment tous les besoins qui sont remplis. Des bouteilles de soft et des bouteilles de jus. On a essayé de privilégier les bouteilles qui étaient multisources, donc avec plusieurs verriers qui produisent un même modèle pour éviter de se retrouver dans des ruptures d'approvisionnement, même si, là, une fois de plus, avec la crise énergétique, on a des grosses difficultés d'approvisionnement sur certains marchés. On essaie de choisir des bouteilles qui étaient multisources. Donc voilà, donc ce document, on a un document de référence qui présente cette gamme standard et les références précises. C'est un document que vous pouvez demander à l'association Réseau Consigne ou directement aux opérateurs. Réseau Vrac et Réemploi. Je m'y fais pas encore, mais oui, effectivement, Réseau Vrac et Réemploi, ou directement aux laveurs et aux opérateurs. Certains donc ont intégré aussi des modèles régionaux puisqu'ils peuvent réemployer certaines bouteilles seulement en local. C'est le cas notamment des vins du Jura en Bourgogne-Franche-Comté ou des vins d'Alsace. Donc voilà. Merci beaucoup Alice. Alors, on a beaucoup parlé donc de réemploi des emballages pour l'alimentaire et de standardisation donc sur ce secteur alimentaire. Giulia Ottavi donc va nous parler cette fois donc de réemploi dans un secteur spécifique et celui de la cosmétique, avec des contraintes particulières sur ce marché, notamment une contrainte qui est l'absence de normes sur l'aptitude au contact répété. On a cette norme-là pour l'alimentaire, ce qui permet de prouver la réemployabilité d'un emballage pour l'alimentaire. En cosmétique et en détergence, d'ailleurs, on n'a pas cette norme-là, donc ça complique un petit peu l'affaire. On a déjà travaillé Réseau Vrac et Cosmebio sur des protocoles standardisés de lavage des contenants par le consommateur quand il achète des cosmétiques en vrac. Et ces livrables sont donc disponibles pour nos adhérents et les adhérents de Cosmebio. Et Cosmebio ont, eux, de leur côté, également travaillé sur des standards de packaging, de réemploi par les professionnels. Cette fois, donc, de lavage par les professionnels des emballages pour la cosmétique. C'est ça. Du coup, là, on a travaillé sur du réemploi à l'échelle industrielle. Du coup, le projet en un coup d'œil... Alors, Cosmebio, on est l'association professionnelle de la cosmétique bio et naturelle. Et on a plus de 560 membres, du coup, qui sont adhérents à l'association Cosmebio et qui représentent plus de 730 marques de cosmétiques bio labellisées. Et ça fait plus de 15 000 produits labellisés Cosmebio. Et pour voir un peu le projet en un coup d'œil,
En fait, c'est un projet qui a débuté en 2021, donc ça fait déjà un petit moment. Il y avait certains acteurs au sein de Cosme Bio qui souhaitaient vraiment qu'on s'empare de ce sujet du réemploi, parce que du coup, on l'a vu pour l'alimentaire. Là, il y a des gammes standardisées qui sortent, etc. On a des beaux travaux aboutis. Pour la cosmétique, c'est un peu plus compliqué. Nous, c'est dans les prémices. Du coup, en 2021, il y avait déjà des adhérents Cosme Bio qui voulaient s'emparer du sujet. Donc on a fait un dossier de financement à l'ADEME, notamment pour être accompagné financièrement pour ce projet et pour le mener à une autre échelle. En 2022, on a eu l'acceptation d'une partie du financement. Et du coup, on a pu directement lancer les travaux avec plusieurs phases dans ce projet. Donc je reviendrai sur les différentes phases juste après. Et puis une personne, du coup Noémie, qui est venue nous rejoindre chez Cosme Bio, entièrement dédiée du coup au projet réemploi. Et du coup, on est 3 sur ce projet chez Cosme Bio. Il fallait bien ça pour ce projet. Alors du coup, au niveau du contexte du projet, il y a 2 grandes étapes pour débuter. On a mis répondre, mais c'est plutôt débuter la question du réemploi en cosmétique. Il y a une phase exploratoire où on a fait toute une recherche documentaire, notamment au niveau des packs de nos adhérents. On a demandé à nos adhérents de nous fournir des emballages cosmétiques. Et ensuite, on a fait une présélection dans ces emballages et on a demandé à notre partenaire laveur, qui est Ma Bouteille s'appelle Revient, de les étudier, donc de les laver. Et donc des premiers éléments sont déjà ressortis. On a eu les résultats de ces tests de lavage et ils sont synthétisés dans un guide qui est déjà disponible pour les adhérents Cosme Bio. Et le but de ce guide, c'est de le renforcer avec des analyses complémentaires. On a travaillé sur différents matériaux, donc l'alu, l'inox, le plastique avec du PE, du PET et du verre. Le but, c'est de renforcer ce guide avec des études sur les différents matériaux et notamment des analyses contenant-contenu. Voilà. Et la deuxième phase, c'est une phase expérimentale qui va débuter incessamment sous peu et qui se déroulera sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le but, c'est de tester le réemploi pour la cosmétique sur cette région, donc en relation avec les distributeurs, les consommateurs, voilà, d'impliquer un peu tout le monde. Et de tester vraiment cette boucle du réemploi. Alors, tout au long de ce projet, on a décidé de se baser sur un outil qui est l'analyse de cycle de vie. Donc, c'est un outil qui n'est pas parfait, hein, on le sait très bien, mais par contre, c'est un outil qui peut permettre de comparer différents scénarios. Donc, nous, on a lancé une ACV qui permet de comparer 2 scénarios depuis le début du projet. Donc un scénario, on va dire, conventionnel, avec, donc vous voyez les 2 scénarios, avec une étape 3 fin de vie qui va être une fin de vie en recyclage, et puis un scénario consigne, où là on va intégrer dans la fin de vie le lavage pour réutilisation. Notre but, c'est, donc on travaille avec Panabi, notre partenaire ACViste. Notre but, c'est vraiment de quantifier la valeur ajoutée de la consigne vis-à-vis d'une fin de vie conventionnelle, donc avec notamment le recyclage. Au niveau de la CV, j'ai rappelé du coup la fonction du système et l'unité fonctionnelle. Donc c'est vraiment ce qu'on va dire, enfin la base de la CV. Donc c'est le conditionnement de 200 ml de produits cosmétiques pendant la durée d'utilisation et de le rendre disponible à l'utilisateur. Et au niveau de l'UF, c'est un emballage de 200 ml en matière recyclable, donc plastique, alu et verre, et une pompe jetable. Le but de ces ACV, c'est vraiment de se dire ok, on a réussi à faire du réemploi en cosmétique, mais est-ce que c'est vraiment viable écologiquement parlant? Est-ce que la consigne a vraiment une valeur ajoutée? Je vais faire un petit détour sur la phase exploratoire du coup qui est déjà passée. On a eu plus de 80 emballages soumis par nos adhérents qui représentaient 33 marques participantes. Et du coup, on a sélectionné 24 emballages à tester, donc à laver. Donc c'est notre partenaire laveur qui a effectué les lavages. Et en fait, on n'a pas voulu mettre de barrière à l'entrée au niveau des matériaux. Donc on a accepté tout type de matériaux, je vous le disais juste avant. On n'a pas enlevé les plastiques. C'est pour ça que les analyses qui vont suivre vont être très importantes, notamment pour tout ce qui va être migration, etc.
Et là, des dossiers matériaux sont aussi en cours pour valider ou invalider certaines hypothèses qui ont été effectuées sur la première phase exploratoire. Excuse-moi, on a un problème de Snapchat. Et du coup, il y a... Vas-y. Ça, c'est sûr. Ouais. Et du coup, il y a une première synthèse qui est sortie de ces tests de lavage et qui est déjà disponible pour les adhérents Cosmebio, c'est ce que je disais. Ensuite, je vais revenir sur la phase d'expérimentation. Donc, on est en train de la lancer. Hein, elle va être lancée la semaine prochaine. On a pris un peu de retard. Voilà, on avait marqué avril. Ça va être lancé incessamment sous peu. Le but, c'est que cette expérimentation, elle dure au moins 1 an. Pour que les consommateurs puissent ramener en fait leur emballage cosmétique. Tout ça, c'est possible grâce aux fabricants de cosmétiques qui ont proposé plusieurs packs. Qui ont proposé plusieurs packs et qui sont prêts à mettre le sticker Ramenez-moi pour réemploi sur leurs produits. C'est possible aussi grâce à des distributeurs partenaires, donc Biocop et La Vie Claire, pour ce projet. Qui ont accepté d'animer toutes leurs équipes, enfin en tout cas une partie des équipes en région Auvergne-Rhône-Alpes sur ce projet. Et puis il y a un autre réseau qui est en train de se créer avec certaines pharmacies d'Auvergne-Rhône-Alpes. On avait des adhérents qui étaient très motivés pour mener ce projet de réemploi. Et du coup, on va mener aussi une expérimentation avec la pharmacie donc dans un deuxième temps. Ensuite, notre partenaire laveur, il fera la collecte des packs et il stockera les packs. Et l'objectif de ce projet, c'est de prouver par des ACV que la consigne est bien vertueuse au niveau écologique, de tester la boucle de réemploi donc avec la collecte, donc ce que je viens d'expliciter, et d'avoir aussi les freins et opportunités pour la cosmétique. On a déjà beaucoup de recommandations, on va dire, sur l'alimentaire, où il y a eu beaucoup plus d'expérimentation sur le réemploi. Voilà, là, ça va être un pas de plus pour la cosmétique. Donc, le but, ce sera de partager tous ces enseignements au plus grand nombre. Et ensuite, on va aussi se baser sur des indicateurs, donc notamment le taux de retour, les taux de rotation en fonction de la typologie de produit. Et puis définir des seuils de réussite. On est parti sur un taux de retour à 25%, mais on verra ce que ça donnera au cours du temps. Voilà, vous avez un petit aperçu du coup des marques participantes. Certaines sont présentes aujourd'hui, avec Coslis et Andro notamment. Il y a Cozy aussi qui a participé au comité de pilotage de ce beau projet, et puis toutes les autres marques que vous voyez apparaître. Du coup, Julia, les études, elles ont été faites avec quel type de produit? Du rinçable? Oui. Enfin, oui, gel du douche, shampoing. C'est ça, oui. Du shampoing. Pas les crèmes pour l'instant. Non, pas les crèmes. Enfin, les tests ont été effectués sur des crèmes. Au niveau de l'ACV ou des tests Non, les tests, on a inclus toute typologie de produits par contre. Donc, toute typologie de contenu et de contenant. Donc là, il y a eu crème, shampoing, quoi d'autre, des huiles. On a testé vraiment. La machine a bien moussé, donc il y a encore plein de choses à revoir pour le lavage, mais on a testé beaucoup de contenu. Je pose cette question parce qu'en fait, le réemploi par le professionnel pour les crèmes, c'est à mon avis un point vraiment important à creuser, parce qu'on sait aujourd'hui que les crèmes, c'est compliqué de les vendre en vrac, parce que le lavage à domicile du contenant par le consommateur, c'est très compliqué pour les crèmes. D'un point de vue microbio, c'est risqué. Donc je pense qu'effectivement, autant les gels douche, les shampoings, on les trouve en vrac. Les crèmes, aujourd'hui, on les trouve pas en vrac. Ouais. On a essayé de travailler sur les différents contenus, en tout cas, et ça va continuer avec les prochaines analyses. Et là, du coup, pour conclure, prochainement, vous pourrez voir, si vous êtes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, des petits stickers sur vos produits, ramenez-moi, et vous pourrez participer à une opération de réemploi. Donc, n'hésitez pas à ramener vos produits. Si vous êtes en région Auvergne-Rhône-Alpes et que vous êtes dans un magasin partenaire, vous pouvez participer à l'expérimentation. Voilà. Merci beaucoup, Julia. Alors, je crois qu'on est un petit peu de retard, mais vu qu'on est la dernière conférence
on peut se permettre donc un petit temps d'échange avec les personnes qui souhaiteraient poser des questions à notre panel. Bonjour. Donc c'est peut-être une question plus pour Citeo. Je voulais savoir si vous avez pensé à une standardisation de contenants pour la vente à emporter qui serait en verre, parce que si j'ai bien compris, vous avez parlé uniquement de plastique, mais j'ai pas entendu l'évocation de verre. Est-ce que vous parlez de barquettes qui seraient en verre? Tout à fait. Oui, voilà, oui, c'est ça. C'est vrai que ça a été assez rapide et c'est peut-être un peu confusant sur tout ce qui est restauration, donc le à emporter. Aujourd'hui, il y a des solutions en verre qui sont performantes et qui font le job. Donc se pose la question d'aller vers un design qui soit standardisé. La raison pour laquelle on explore aussi les solutions en inox et en plastique, c'est que sur certains segments, soit ça vient du consommateur, soit ça vient de l'industriel, soit les deux, le verre n'est pas une option. Parce que lourd, parce que cassant, parce que risque vert. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a élargi. Mais vous avez raison, je me suis fait la remarque en regardant la frise. La solution en verre n'existe pas, alors qu'elle est bien dans notre radar. Tout à fait. Est-ce que du coup sur la cosmétique, vous avez l'impression qu'on va plus tendre vers de la consigne que du vrac, en prenant en compte peut-être le renforcement de la législation sur des risques microbiaux, tout ça? Est-ce que vous arrivez un peu à avoir une vision là-dessus sur consigne vrac Alors, pour certains produits, effectivement, la vente en vrac n'est pas forcément adaptée. Tous les produits ne sont pas vracables. Parce que, vracables, c'est-à-dire tous les produits, tous les emballages ne peuvent pas être lavés par le consommateur. Quand il y a un risque microbiologique trop important, on préfère que l'emballage du produit soit lavé par un professionnel et que l'emballage soit réemployé, remis en circuit par le professionnel. Donc voilà, par exemple, les crèmes, on parlait des crèmes qui sont des produits non rinçables. C'est aujourd'hui des produits qu'on trouve en vrac, mais dans des emballages qui sont consignés. Donc le consommateur, quand il a fini son emballage, il le rapporte et c'est le professionnel qui le lave. Alors que sur les shampoings, les gels douche, voilà, ça c'est des produits qui n'ont pas de risques microbiaux, enfin moins de risques microbiaux et qu'on trouve facilement en vrac et le consommateur peut laver les emballages directement chez lui. Bonjour. Une question plutôt pour Sophie Nguyen de Citeo. Est-ce que vous savez à quel prix seront vendus les contenants standardisés, ou tout du moins comment ils seront positionnés par rapport à du verre à usage unique? 1 million de dollars. Non, je suis désolée, je vais vers l'humour parce que je sais que cette question, elle est très très importante. Il est impossible pour moi de vous répondre de manière certaine sur le montage et donc l'organisation qui permettra de commercialiser ces emballages. On peut imaginer que ce soit une commercialisation classique, c'est-à-dire que le verrier, il va faire son étude de marché, il va regarder les volumes et il va proposer un prix. C'est ce qui se passe et il y a de la négociation entre le fournisseur et le client. Mais comment ça se passe quand le client il est multiple? Est-ce qu'il y aura un porte-parole? Qui sera ce porte-parole? Est-ce que dans cette négociation, il y aura aussi un petit coup de pouce réglementaire et donc un appui financier? Vraiment, je ne fais que soulever les scénarios parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de texte qui nous dise comment faire. Et donc, la seule solution, c'est pour ça qu'on a créé les groupes sectoriels, c'est de trouver une réponse collective. Voilà, donc, à l'écoute. Et j'espère que la solution qui sera mise en œuvre répondra au plus grand nombre. Vraiment, c'est mon souhait. Mais aujourd'hui, je ne peux pas, moi, m'engager. J'espère que cette réponse-là, elle sera collective. Toi, tu avais une question?
J'avais une question. Tu disais 25% de taux de retour pour l'expérimentation. C'est pas très haut. Pourquoi et comment vous êtes arrivé à ce chiffre? En fait, on se dit que déjà 1 an, c'est pas énorme. Pour la cosmétique, clairement, on met beaucoup plus longtemps à utiliser ces produits que pour l'alimentaire. Donc du coup, le taux de retour, on l'a vu aussi en ce sens, et on a un comité de pilotage du coup qui guide un peu les orientations du projet, qui nous aide à définir les hypothèses de l'ACV, etc. Et on avait plusieurs membres qui faisaient du réemploi dans ce projet. Et en fait, on a fait une moyenne entre les différents membres. Enfin, on a pris les différents taux de retour qu'ils avaient. Et on a fait une moyenne, et on va essayer de s'y tenir, sachant que c'est une expérimentation qui est nouvelle, que la cosmétique, c'est compliqué. On met beaucoup de temps à terminer ces produits. Bon, ça dépend des utilisateurs, mais voilà. Voilà, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on peut clore ce cycle de conférences du Salon du Vrac et du Réemploi. Et souhaiter que tous ces travaux avancent vite et dans la bonne direction pour tous les acteurs du vrac et du réemploi qui sont présents aujourd'hui dans la salle. Merci à tous. Au revoir.